Le bilan est lourd en Syrie. Au moins 49 personnes, en majorité des civils, ont été tuées ce lundi. Un bombardement d'une violence qualifiée d'inédite a notamment visé la ville de Homs au lieu de la contestation. Des attaques ont également été menées dans la région de Damas. Selon des militants, depuis mars dernier, la répression du régime de Bachar al-Assad a déjà fait plus de 6000 morts. Entre le froid et la neige, l'Europe continue de grelotter. En France, les températures restent négatives sur une bonne partie du territoire. Dans certaines régions, comme la région parisienne, la circulation reste par endroits très perturbée. Mieux vaut donc se montrer prudent pour ne pas terminer dans le décor. Il faut rouler doucement, c'est tout. C'est pas dangereux, mais il faut rouler très doucement. Puis il y a du verglas, voilà. Et dans d'autres pays européens, cet assaut de l'hiver est bien pire encore. Tour d'horizon. Le Vatican sous la neige, image inhabituelle, il est très rare que Rome subisse une telle vague de froid. Mais c'est plus au nord que l'Italie grelotte. Ici, près de Florence, une situation que la péninsule n'avait pas connue depuis 20 ans. La neige tombe sans interruption, provoquant d'importantes perturbations. L'armée a été appelée en renfort. Plus d'une vingtaine de personnes sont mortes et de nombreux foyers sont toujours sans électricité. Mais c'est surtout en Europe de l'Est que la situation est préoccupante. En Pologne, où le thermomètre affiche moins 24 degrés, chaque jour, de nouveaux sans-abri sont retrouvés morts, victimes d'hypothermie. Le bilan s'élève aujourd'hui à 62 victimes. Situation tout aussi délicate en Roumanie. Même les militaires ont parfois du mal à assumer leur mission. Eux aussi sont victimes du froid. Par prudence, le gouvernement a décidé de fermer plusieurs milliers d'écoles. Aux Pays-Bas, la vague de froid permet de renouer avec une tradition, faire du patin à glace sur les canaux gelés, comme ici à Amsterdam. Une aubaine pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Des avions cloués au sol et de nombreux retards. La grève dans le secteur aérien perturbe les aéroports français. Pilotes, hôtesses, stewards, personnel au sol, les syndicats s'opposent de manière unitaire au projet de loi visant à mieux encadrer le droit de grève dans le transport aérien. Des perturbations sont de nouveau attendues mardi. Air France prévoit d'assurer 50% des vols long courriers et 70% des vols courts et moyens courriers. Le pouvoir d'achat des Français a du plomb dans l'aile avec la flambée du prix des carburants. Faire son plein devient de plus en plus cher et cela se ressent sur les tarifs pratiqués par certains professionnels, à l'image de cette coiffeuse à domicile. Chaque vendredi, c'est le même rituel. Anna Barizic se rend chez sa cliente pour le brushing hebdomadaire, montant de la prestation 15 €. C'est 25% de moins que dans un salon de coiffure, mais depuis quelques mois, les tarifs augmentent. La semaine dernière, c'est la semaine dernière de cette semaine. Voilà. Merci beaucoup Anna. Merci. Un coup de brosse qui coûte plus, comme le carburant. J'essaye d'augmenter tout ce qui est par exemple au niveau de la coloration et tout ça. Je suis peut-être un tout petit peu plus chère. C'est l'équivalent ce qu'on prend dans les salons de coiffure. Pour justement, ça compense mes déplacements, le prix de l'essence et tout ça. Chaque jour sur la route, Anna parcourt jusqu'à 200 km. En un an, le litre de gazole est passé de 1,20 € à 1,47 €. À raison de 3 pleins par mois, sa facture de carburant a littéralement flambé. Bonjour. Mon plein, quand je le faisais, je le payais environ 54 €. Aujourd'hui, j'arrive dans les alentours de 70 € mon plein de gasoil. Une différence qui alourdit ses comptes. En un an, le budget carburant a augmenté de 500 € et si elle veut continuer à gagner 1 400 € par mois, elle doit désormais travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Quand j'ai des demandes, par exemple le soir, je travaille le soir, j'ai pas d'heure, même entre midi et 2 heures, ça m'arrive de ne pas déjeuner. Je travaille 6 jours sur 7 et parfois même le dimanche. Si le prix du carburant continue de grimper, Anna envisage d'ouvrir un salon de coiffure. Fini les déplacements. C'est un coup de tonnerre dans le milieu du cyclisme. L'Espagnol Alberto Contador a été suspendu pendant 2 ans pour dopage. Conséquence, il est déchu de sa victoire dans le Tour de France 2010 et ne participera pas à la prochaine grande boucle. C'est une image qu'il va falloir oublier. Pour remporter le Tour en 2010, Alberto Contador s'est donc dopé. C'est en tout cas la conviction du TAS. Le tribunal arbitral du sport a condamné l'Espagnol à 2 ans de suspension et l'a déchu de sa victoire. On a juste appliqué les règles lorsqu'un coureur est révélé positif à un contrôle antidopage. Il n'y a rien d'exceptionnel.
La décision est très claire. Il n'y avait aucune raison de blanchir ce sportif. C'est l'épilogue de 18 mois de procédure. Tout commence ce 21 juillet 2010 à Pau. Sur le tour ce jour-là, Alberto Contador subit un contrôle antidopage qui révèle des traces d'un anabolisant, le clenbutérol. Rapidement, l'Espagnol nie s'être dopé. La veille de ce contrôle, un organisateur de course en Espagne, un homme que je connais bien, est venu nous rendre visite sur le Tour. Il a apporté de la viande qu'il dit avoir acheté en Espagne. Moi, je ne sais pas d'où vient cette viande. J'en ai mangé et j'ai été contaminé. Cette version n'a pas convaincu l'UCI. L'Union cycliste internationale l'a d'abord suspendu 2 ans à titre provisoire. Mais la fédération espagnole a ensuite blanchi son coureur. Il a donc fallu le tribunal sportif pour mettre un terme à ce trop long feuilleton. Il faut vraiment, et c'est capital, que les instances se penchent sur la réduction nécessaire du délai entre une affaire qui tombe et sa résolution. Andy Schleck, ici en blanc, deuxième du Tour 2010, devrait donc être déclaré vainqueur. Contador, lui, ne pourra prendre part à la course l'été prochain. Il peut encore faire appel devant un tribunal suisse, un appel non suspensif cette fois. Enfin, au Royaume-Uni, Elisabeth II célèbre ce lundi ses 60 ans de règne. À cette occasion, la reine a notamment visité une maternelle dans le comté de Norfolk. Elle a aussi réitéré son serment de consacrer sa vie entière à servir ses sujets. Une déclaration qui montre à ceux qui en auraient douté qu'elle n'a aucunement l'intention de céder sa place à son fils, le prince Charles. Et si cette journée s'est déroulée sous le signe de la sobriété, des festivités sont prévues jusqu'en juin prochain pour célébrer ce jubilé de diamant.